Donc bonjour et merci d'être là, d'être venu pour ce petit partage, parce que le mot conférence, c'est un mot un peu pompeux. Ça va être un partage de ce que chacun d'entre nous, on va rester au masculin parce que ça va être trop compliqué sinon, ce que chacun d'entre nous vit au quotidien. Et la porte d'entrée en fait de cet échange, c'est prendre soin de sa vie intérieure. Alors sa vie intérieure, quand on est le fait que vous veniez dans cette assemblée, ça signifie déjà que vous savez que votre vie intérieure existe. C'est déjà pas mal que cette vie intérieure existe. Et la deuxième composante, c'est que vous avez envie de prendre contact avec elle d'une façon plus profonde et plus précise. Donc déjà, on est dans un milieu, dans un espace où on va parler de choses que l'on connaît et des choses dont on a envie, qu'on a envie d'entendre. Alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un un petit peu différent. Habituellement, on ne prend pas de notes, on n'a pas de petits papiers. Mais là, j'ai pris quelques petites notes, qui ne sont pas des notes, mais qui sont des chapitres, des choses qu'on se dit intérieurement ou des choses qui ont parfois tendance à nous éloigner de cette vie intérieure. Alors, je vais consulter mes petites notes de temps en temps, c'est pas pour lire, c'est pour avoir le thème et pouvoir échanger après dessus. Donc, nous sommes dans cet espace pendant une demi-heure à peu près, on va dire 40 minutes. Après, il y aura la méditation internationale. Donc, la vie intérieure, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous que les autres ne savent pas. C'est tout ce qui, les émotions, les pensées, les tempêtes, les torrents, les vagues de bonheur, les vagues de peine, enfin tout ce qui nous anime intérieurement et que l'on possède, qui nous appartient et que les autres ne connaissent pas nécessairement. Parce qu'on a, on a une vie extérieure, c'est-à-dire on a une façon de s'exprimer, on a une façon d'agir, on a une façon de penser, on a une façon d'être. Et cette façon d'être, c'est notre image sociale. Et cette image sociale, elle est maîtrisée, elle est contrôlée, elle est, j'allais dire, elle est pas toujours la réalité de ce qu'on vit, mais elle est là parce que c'est ce qui nous permet d'être en interaction avec les autres. Donc cette image sociale, cette personne que l'on est, qu'on l'on a créée, correspond à un personnage qui n'est pas nécessairement ce que nous sommes intérieurement, qui n'est pas nécessairement ce qui vibre à l'intérieur de nous. Vous avez des personnes qui ont par exemple un métier qui les intéresse, mais à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose d'autre qui vibre et ils ont envie de faire autre chose. Ils ont une passion, ils ont des désirs, ils ont quelque chose qui est à l'intérieur de nous, de soi, d'eux en fait, qui vit et qu'ils souhaiteraient exprimer mais qu'ils ne peuvent pas. Donc en nous, on a cet espace intérieur qui est relativement protégé mais qui reste fragile parce qu'il est souvent ébranlé par les situations extérieures. Et donc on va essayer de voir justement aujourd'hui qu'est-ce qui peut toucher cet espace intérieur qui est notre petit jardin secret et qui est nécessaire, qui est absolument nécessaire. Qu'est-ce qui peut toucher ce jardin intérieur? Comment le protéger et quelles sont les failles? Quelles sont les failles qui font que les circonstances du monde extérieur rentrent en moi et mettent le bazar et détruisent tout, créent des situations intérieures de stress, d'angoisse, qui sont pas nécessairement, qui ne m'appartiennent pas nécessairement, mais qui viennent de l'extérieur. Et cette fragilité, cette sensibilité va toucher cette personne qui est moi avec moi-même, et qui, comme un bébé qui est à l'intérieur de nous, qu'on doit absolument protéger, parce que c'est notre nature profonde, c'est ce que nous sommes. Et si on commence à altérer ce soi profond, si on commence à l'altérer à cause des situations extérieures, eh bien, il va arriver un moment donné où on va ce qu'on appelle se perdre
Et cette vie intérieure va disparaître au profit d'un extérieur qui aura pris la place. Et donc, on ne saura plus qui on est, on ne saura plus comment prendre des décisions, on n'écoutera plus ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes parce que ça va résonner tellement avec l'extérieur qu'on n'aura absolument plus le sentiment de faire la part des choses entre ce qui est dedans, ce qui est moi, et ce qui est dehors, donc ce monde qui me façonne et qui est en même temps dans lequel je vis et qui en même temps peut m'atteindre. Donc être en soi sans être totalement. Vous savez, les gens disent oh oui, oui, je vais prendre soin de moi, je vais faire de la gym. Vous savez, quand les gens sont pas très bien, prends soin de toi. Alors, prends soin de toi, ça veut dire bah, va faire de la gym, mange ce qui te fait plaisir. Enfin, vous savez, tout ce genre de choses. Mais on n'a pas pensé que le soi, c'est pas ça. Le soi, c'est pas ce que je consomme, c'est pas mon corps, c'est pas mes organes naissants, c'est pas ma vie, c'est à l'intérieur de moi, c'est ce soi qu'on doit prendre, dont on doit prendre soin. Soin de soi, ça veut dire ça, quoi. Ma vie intérieure est plus précieuse que ma vie extérieure. Pardon, parce que ma vie intérieure va déterminer mon rapport à ma vie extérieure. Pardon. Donc là, ça paraît un peu théorique. C'est pour ça que j'ai pris quelques phrases. Excusez-moi. J'ai pris quelques phrases qui m'ont interpellée, pardon, soit dans ma réflexion, soit dans ce que j'ai entendu de la part des autres. Et donc c'est là où je vais sortir mes petits papiers. Mais c'est pas, je ne vais pas vous lire. Pardon. Alors on va essayer de lister quelques attitudes qui font que je deviens, poreux aux situations. Donc on va lister quelques-unes, je pense que ça va vous parler. Parce qu'on n'est pas exempt, on peut se dire ben non, moi c'est pas mon cas. Mais en fin de compte, on est tous des êtres humains, c'est-à-dire on a tous cette nature humaine qui n'a pas 50 milliards de façons de s'exprimer, il n'y a pas 50 milliards d'émotions, c'est toujours un peu les mêmes pour tout le monde. Donc on peut facilement se reconnaître dans l'autre, mais ça veut dire aussi qu'on est peut-être unique dans ce que nous sommes, mais on n'est pas tout seul dans ce qu'on ressent. Alors on va voir un petit peu, ça va sûrement vous parler, qu'est-ce qui va faire que je vais protéger ce qui se passe à l'intérieur de moi et ne pas le rendre sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Alors, il y a une phrase qui revient régulièrement et qui est une attitude humaine très, 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 très présente, qui s'appelle le fait de penser aux autres. Penser aux autres et être sensible à l'opinion des autres. Ça vous parle, ça? Ça veut dire que si à un moment donné, vous avez décidé vous-même d'agir de telle ou telle façon ou de vous comporter de telle ou telle façon, si quelqu'un va vous dire oh non mais ça c'est pas bien, oh non mais ça va pas, il faut pas faire ça, ou tu devrais faire ça. Vous savez ce genre d'injonctions, de conseils qui viennent des autres, ils savent toujours mieux que vous ce qui est bon pour vous. Oui, je sens que donc les autres savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Alors si vous avez cette sensibilité et cette capacité à vous laisser influencer, puis vous allez dire bah ok oui, ils m'ont dit qu'il fallait pas que je le fasse, alors je l'ai pas fait. Et manque de peau, on est passé à côté de quelque chose. Parce que qu'est-ce que nous disait notre intérieur? Qu'est-ce que nous disait notre petite voix intérieure? De quoi avait besoin notre vie intérieure? C'est de faire justement le contraire de ce que les autres nous ont dit de faire ou de ne pas faire. Donc moralité, un aspect qui dans votre vie devrait disparaître. Attendez, hein, c'est pas aussi facile que ça. Essayez de diminuer le fait de penser aux autres, c'est-à-dire faire des projections, s'imaginer des choses, faire tourner le cycle de la vie des autres. Vous savez, ça tourne tout le temps des fois. Vous pensez à des personnes, vous ne pensez pas à une personne pour penser à une personne. Vous pensez à une personne et vous faites tourner dans votre tête tout ce qui s'est passé avec cette personne, toutes les attentes que vous avez vis-à-vis de cette personne,
tout le ressentiment que vous pouvez avoir si vous avez des conflits. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc il y a du monde dans votre tête. Donc il y a du monde dans votre vie intérieure qui vient susciter en vous des sentiments et des émotions qui ne sont pas de votre propre chef, mais qui est induit par justement cette pollution. Donc très important dans les aspects de je protège ma vie intérieure, je protège mon intérieur, je protège mon bonheur en fait, c'est jusqu'à quel point je suis centrée sur les autres, jusqu'à quel point je pense à eux, jusqu'à quel point je me laisse influencer par les autres, et jusqu'à quel point ce qu'ils disent eux-mêmes ou de moi-même a un impact sur moi, me fait bouger mes lignes intérieures. Et c'est ce qu'on appelle l'opinion publique. Alors les réseaux sociaux sont tout à fait là pour susciter à chaque événement une déferlante d'opinions. Ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, qui jugent, qui évaluent, qui soupèsent, etc. Donc toutes ces opinions humaines polluent une chose très importante qui fait aussi partie de ma protection personnelle, c'est le discernement. Donc si j'arrive à protéger mon discernement, je peux garder mon atmosphère intérieure. On ne parle pas de bonheur, on ne parle pas de choses aussi extrêmes, mais au moins simplement, une personne qui a dit l'autre jour, à la place du contentement, elle avait mis le mot confortable. Et si je suis confortable à l'intérieur de moi, ça veut dire que je me suis protégée de toutes ces influences et de toutes ces pollutions. Donc si vous sentez à un moment donné dans votre vie qu'il y a trop de gens dans votre tête, essayez d'en enlever quelques-uns. On ne peut pas tout enlever, mais essayez d'enlever quelques-uns, les plus toxiques, ceux qui vous polluent le plus, ceux qui ont le plus d'influence. Et vous verrez qu'à un moment donné, c'est votre attitude à vous qui entretient le lien, qui entretient la dépendance, qui entretient l'influence. Si vous coupez les pensées, ou si vous n'accordez pas d'importance à l'autre, ou tout au moins à ce qu'il est et ce qu'il dit, bien à un moment donné, vous allez vous libérer. Et on va voir un petit peu plus loin comment on peut arriver à si ce n'est se libérer, tout au moins choisir ce qui peut nous influencer, choisir ce qu'on laisse rentrer, choisir ce qu'on ne laisse pas rentrer en nous. Alors, ça vous parle, l'histoire de pas trop penser aux autres et de pas trop... Et les écouter, oui, mais qui ne vous influencent pas. Ça, c'est une solution, c'est une chose. Alors, une autre chose aussi, apprendre à dire non. Alors, à dire non, ça ne veut pas dire tu pourrais aller vider la poubelle? Non. Non, c'est c'est apprendre à dire non aux injonctions et à ce que les autres vous obligent à faire contre votre propre gré. Ça vous est déjà arrivé sûrement de vous retrouver dans une situation où pour vous débarrasser de quelqu'un qui vous embête un peu ou qui vous pose trop de questions ou ça vous est déjà arrivé sûrement de dire oui à quelqu'un pour vous débarrasser de cette personne. Ça vous est déjà arrivé? Oui, d'accord, oui, pas de problème. Personnellement, je vais vous dire, ça m'arrive de temps en temps. Mais après, il faut gérer les conséquences, parce que ce oui, bon, d'accord, oui, j'ai compris, mais je te donnerai une réponse plus tard. Dans ce oui que je vais donner à l'autre, c'est exactement tout ce qu'il y a derrière. Mais pour l'autre, c'est le oui, elle est d'accord. Et à partir de là, vous êtes dans des conséquences que vous avez parfois du mal à gérer parce que le oui que vous avez donné ne voulait pas dire une acceptation ou un acquiescement. Donc il faut toujours faire très attention. Alors savoir dire non, ça veut dire c'est non, mais je vais réfléchir et on verra plus tard. Mais si c'est oui, je verrai plus tard, c'est trop tard. Et ça peut donner des conséquences parfois dramatiques. Des fois, ça peut être très bien d'avoir dit oui spontanément de cette façon, mais en général, c'est plutôt
c'est plutôt négatif et il faut gérer les conséquences. Donc ça aussi, c'est apprendre à dire non, c'est-à-dire apprendre à donner du temps, à me donner du temps intérieurement pour juger les conséquences de la réponse que je vais donner. Et si c'est un oui, c'est très bien. Si c'est un non, c'est très bien aussi. Refuser ne signifie pas rejeter la personne. Ça veut dire tout simplement, je ne suis pas en mesure d'accepter ce que vous me demandez, ou je ne suis pas en mesure d'accepter ce que la vie m'apporte ou ce que la vie me présente à un moment donné. Donc ça, c'est important aussi. C'est pas être mauvais que de dire non. Parce que dans nos sociétés, oh, tu as vu, elle a dit non, elle n'est pas d'accord, elle ne veut pas. Tout ce qui peut être refus est vécu comme un rejet. Alors que c'est simplement, ben non, je pars de mon niveau, de ma vie intérieure, de mon niveau à moi intérieur. Et qu'est-ce que je pense profondément? C'est non. Donc si je dis non, c'est parce que je suis en accord avec ma vie intérieure. Et ça, on oublie de le faire. Si vous êtes pris dans le jeu des circonstances, vous allez dire oui sans passer par la case vie intérieure, par la case intérieure. Donc on est très souvent confronté dans nos vies à ce qu'on appelle le phénomène réflexe. Vous connaissez l'histoire du réflexe? Le réflexe en physiologie, c'est-à-dire c'est une réaction du corps à un stimuli, mais qui ne passe pas par la réflexion. Par exemple, si on vous pique là tout de suite, vous vous rendez compte, mais on vous pique sans que vous ayez vu quelqu'un vous approcher avec une aiguille. Eh bien, si on vous pique, la vitesse de réaction de retirer le pied, par exemple, si c'est sur le pied, ne passe pas par une réflexion, ne passe pas par le cerveau. Il y a un circuit court qui s'appelle le réflexe, qui passe uniquement par les nerfs de la colonne vertébrale. Ça, je ne vais pas vous faire un cours. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il y a stimulation, réponse, stimulation, réponse. Mais ça ne passe pas par le cerveau. Et heureusement d'ailleurs, parce que si ça devait passer par le cerveau, le temps que ça remonte au cerveau et que ça redescende dans le pied, vous auriez déjà la moitié de l'aiguille enfoncée et ça saignerait. Donc vous seriez déjà en grande difficulté. Donc le phénomène réflexe, de réponse réflexe, dans le fait de ne pas réfléchir, ça nécessite un peu plus de temps. Donc dire oui spontanément pour dire oui, pour faire plaisir ou pour montrer qu'on est quelqu'un de bien, eh bien, ça veut dire qu'on se donne pas le temps de la réflexion, mais on est dans un phénomène de réflexe. Donc prenons le temps d'être plus lent dans nos réponses, parce qu'à ce moment-là, on passe par la vie intérieure, on passe par la réflexion, et la réflexion va prendre en compte des paramètres qui me sont propres et qui vont définir la réponse que je vais donner aux situations. Ou c'est oui ou c'est non. Donc attention à ne pas vous... Le respect de sa vie intérieure, c'est de se donner le temps de la réflexion pour la réponse. C'est-à-dire un petit temps, si 1 seconde, 2 secondes. Vous savez, les gens qui sont sages, pardon, les gens qui sont ce qu'on appelle les sages, en général, ils ont comme attitude de ne jamais se précipiter quand on leur pose une question. Vous connaissez l'histoire de Gandhi, elle est extrêmement connue, où il y a une mère qui demandait à Gandhi, tu ne pourrais pas dire à mon enfant qu'il arrête de manger des bonbons parce qu'il mange trop de bonbons. Et Gandhi n'a pas répondu. Et il a dit, reviens dans 15 jours, ou une semaine, je ne sais plus trop le détail. Et quand la maman est revenue avec son gamin, Gandhi il a dit, ben oui, tu faut que tu arrêtes de manger des bonbons. Et la mère dit, mais pourquoi tu ne l'as pas dit tout de suite? Ben, elle dit, parce que moi, je mangeais encore des bonbons. Donc, le poids de notre parole aussi est basé sur... Je suis désolée, j'ai une quinte. Le poids de nos paroles est aussi lié à la façon dont nous, on est dans l'expérience de ce qu'on dit aux autres. Donc, c'est important aussi, dans la vie intérieure, dans cet espace de cohérence où ce que je suis, ben, c'est ce qui va ressortir. Et pas dans l'authenticité de ce qui va ressortir. Parce que je peux très facilement jouer un jeu permanent, d'être intérieurement d'une certaine façon et de continuer à jouer ce jeu
ce jeu d'acteur qui est celui de... Il y a un souci? Pardon. Donc voilà, je vais m'arrêter sur ce sujet-là. Hein? Oui, 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 mais oui. Mais en fait, c'est pas réflexe, c'est pas le stress, c'est vous avez vraiment quelque chose qui pique. Ça va aller. Merci. Alors, il y a aussi, qu'est-ce qui peut alourdir ma vie intérieure? C'est le poids des injonctions. Vous savez ça? Faut pas faire ci, faut pas faire ça. T'es comme ci, t'es comme ça. Donc tout ce qu'on a pu avoir comme injonction dans notre enfance, même à l'âge adulte aussi, eh bien tout ça, c'est à l'intérieur de nous et ça crée des verrouillages permanents. Donc le fait de se donner des permissions, c'est lever les interdits qui nous ont été donnés, mais qui ne sont pas nécessairement des interdits qui ont du sens ou des interdits qui sont utiles. Si vous êtes diabétique et vous faites un régime, on vous dit de ne pas manger de sucre, on vous dit de ne pas manger ceci et cela. C'est normal, ça fait partie du traitement, ça fait partie de ce que vous devez faire pour continuer à rester en bonne santé ou ne pas avoir des complications. Donc là, l'instruction, l'injonction, l'ordonnance vous dit de faire quelque chose parce que votre santé est en jeu. Mais il y a beaucoup de choses que l'on fait simplement parce qu'on nous a dit qu'il ne fallait pas le faire, mais sans qu'il y ait du sens derrière. Est-ce que ça vous arrive dans vos vies de faire des choses qui n'ont pas vraiment de sens, mais on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, alors je le fais? Est-ce que vous avez pu voir dans votre enregistrement intérieur s'il y a ces espaces-là où je le fais, mais je ne comprends pas pourquoi je le fais, mais comme on m'a dit qu'il fallait que je le fasse, ah ben je le fais ou je ne le fais pas. Et ça, c'est le poids des injonctions. C'est donc dans le fait de protéger sa vie intérieure, c'est de protéger son bonheur intérieur, on va revenir encore à ce terme, eh bien, sachez vous donner des permissions. Au-delà même de ce que les autres peuvent vous dire, on a le droit d'être heureux, on a le droit d'être triste, on a le droit de pleurer, on a le droit de rire, on a le droit de tout faire. Mais j'ai souvenir d'une... Désolée. J'ai souvenir d'une attitude que personnellement j'avais, que je ne vais pas décrire parce que ça n'a aucun intérêt, mais d'une attitude que j'avais développée dans ma vie et que je mettais en permanence en pratique. Sans aucune raison, mais tout le temps j'avais ce type de comportement, ce type d'attitude. Et j'ai mis peut-être 30 ou 40 ans pour comprendre que cette attitude n'était pas liée à « c'est mon caractère, c'est comme ça que je suis ». Ben non. J'ai pu relier un jour cette attitude que j'avais, qui embêtait tout le monde, hein, parce que c'est pas quelque chose qui était, c'est pas agréable pour moi, c'était pas agréable pour les autres. Et cette attitude était reliée en fait à une injonction que j'avais dû recevoir quand j'étais enfant, où on m'avait interdit de faire quelque chose parce qu'à l'instant T, ce comportement-là gênait les adultes. Mais c'était juste à un instant T. Peut-être qu'une heure après, c'était plus nécessaire par exemple, que je me taise ou que. Mais vous savez comme on est quand même du papier buvard quand on est enfant. Et cette injonction qui était là à un instant T dans une circonstance particulière, qui était juste temporaire, eh bien, elle a été prise pour quelque chose de définitif. Et elle a porté, elle s'est transportée dans ma vie, et surtout, elle a grandi. Elle a grandi, elle s'est enquistée, elle s'est insérée dans ma vie personnelle intérieure, et elle est devenue une réalité. C'est mon caractère, je suis comme ça. Alors qu'en fait, à la base, la graine, elle est fausse. Donc c'est important aussi, quand on s'explore intérieurement, quand on va voir ce qui se passe en nous, c'est important d'aller faire sauter ces verrous-là. Alors le problème, c'est qu'on peut avoir parfois le sentiment que cette éducation, en fait, ces choses qu'on a apprises, qui ont fait ce qu'on est devenu aujourd'hui, que c'est ce qui est juste et c'est ce qui est vrai. Donc on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas désobéir à quelque chose qu'on a appris, quelque chose qu'on nous a été
inculqué, et donc ce sentiment de désobéissance peut être parfois très difficile à assumer parce que c'est comme si on désobéissait à nos parents. Je désobéis à l'éducation que mes parents m'ont donnée, donc faire autrement, c'est comme si je les désavouais quelque part. Et tout ça, c'est dans l'inconscient, c'est profond. Donc faire le ménage entre ce qui est ce que je veux être, ce que je suis réellement, et enlever les injonctions, les couches d'injonctions qui ont fait le personnage que je suis aujourd'hui, mais qui n'est peut-être pas épanoui comme il le devrait l'être par rapport à ce qu'il est réellement. Donc on joue actuellement, ce que je vous dis, on joue entre l'intérieur et l'extérieur. C'est toujours comme ça que ça marche. Il y a toujours des entrées et des sorties en permanence. Vous savez, pour qu'un corps humain soit... Quand une personne est malade à l'hôpital, pour voir si le corps humain est en bonne santé, ou pour le rendre en bonne santé, il faut toujours faire très attention à ce qu'on appelle aux entrées et aux sorties. Il faut toujours mesurer ce qu'on donne au patient, et il faut toujours mesurer ce qui ressort du patient. Dans toutes les... Que ce soit tout ce qu'on a mis dedans, il faut que ça ressorte à un moment donné, mais il faut que ça ait fait du bien au milieu, en même temps à l'intérieur. Donc nous, on doit toujours, et c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre parfait. Donc nous, on doit aussi être dans cet équilibre intérieur qui peut s'appeler la paix, pourquoi pas, entre ce qui rentre, ce qui ressort, ce qui va rester et ce qui s'en va. Donc toujours être dans un état d'équilibre où je prends jamais trop de l'extérieur, mais je mets jamais trop non plus tout sur la table. Parce que ça aussi, c'est une façon de s'exposer, c'est pas très bon. Donc je pense qu'on va pas aller à 6h05, hein. J'ai quelques points encore à vous faire passer. Alors, vous savez que alors, je vais juste nommer une phrase, mais ça c'est très important aussi parce qu'on est dans des sociétés d'action et on a souvent tendance aussi à être hyperactif. Alors, ce qu'on fait souvent, je ne sais pas si vous le faites vous, mais on fait une des to-do list. Vous connaissez la to-do list? C'est-à-dire que, ouais, hein. La to-do list, c'est-à-dire la liste de ce que j'ai à faire. Donc, on la fait le matin ou la veille, et puis on liste tout ce qu'on doit faire le lendemain. Bien évidemment, nous, on a programmé des choses, mais la vie, elle a pensé à autre chose que ça. Donc, on n'a pas réussi à tout faire. Donc, on le reporte au lendemain et au surlendemain. Donc, c'est très déprimant parce que vous voyez qu'au bout d'une semaine, vous avez votre to-do list qui n'a pas bougé. Mais en plus, il y a des choses qui se répètent en permanence parce qu'elles ne sont pas faites. Et il y en a d'autres qui se rajoutent. Donc, c'est un peu déprimant de lister constamment ce qu'il y a à faire parce que c'est comme si on forçait la destinée en permanence. Donc, si on pouvait essayer de faire quelque chose qui s'appelle do, ça veut dire faire en anglais, hein. Est-ce qu'on pourrait faire la to-be list? Vous connaissez la to-be list? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Comment j'ai envie de me sentir? Qu'est-ce que je veux développer comme qualité aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis prête à donner aussi? Donc, cette to-be list, elle peut être très très courte. Il suffit peut-être d'une ligne. C'est pas la peine d'en avoir 50. Mais simplement aujourd'hui, c'est dans ma to-be list, je vais prendre soin de moi. Pas aller à la piscine, pas spécialement faire ce genre de choses, mais prendre soin de moi. Je vais me protéger et je vais regarder en moi ce que j'ai envie de faire ressortir qui est bon, qui me fait du bien. Et ça, c'est important aussi. Donc, faites une to-be list et laissez tomber la to-do list. Parce que la to-be list, elle va déterminer la to-do list. Elle va déterminer ce qui va venir à vous dans votre vie. Alors, je l'ai un petit peu évoqué. C'est aussi prendre du temps. On est aussi dans la to-do list là, parce que c'est la to-be list qui est en train de s'ouvrir. Prenez du temps pour ne rien faire sans culpabilité. Ça vous arrive non, je vais rien, non, je fais rien, là, je me donne un quart d'heure, je fais rien, vraiment, je fais rien pendant un quart d'heure. Mais après, oui, mais si je fais ça, mais il va se passer ça, et puis il y a les enfants, et puis non, je peux pas me permettre, et puis non, quand même. Ah ben non, il y a Quand vous prenez du temps pour ne rien faire, vous avez la to-do list qui s'enclenche, alors que vous êtes dans la to-be list de ne rien faire. De prendre du temps pour vous, de
de penser à rien. Ça vous arrive de penser à rien? Oui. Alors, c'est juste de donner un petit exemple, c'est que on avait l'habitude, dans mon travail, on avait un travail assez stressant où j'allais dire, le cerveau est extrêmement sollicité, où il faut prendre des décisions très rapidement dans plusieurs directions en même temps. C'est très compliqué. Donc c'est stressant, mais en même temps, c'est juste pas normal, quoi, d'être dans 4, 5, 6, 7, 8, 8 directions différentes en même temps. Ça, c'est très compliqué. Et alors, on avait comme habitude, vous savez, il y a des fois des pauses café, etc. Et avec mes collègues, quand on s'arrêtait, on se permettait pas de dire je vais rien faire, je pense à rien. Ce qu'on faisait, on prenait des magazines, vous savez, Femmes Actuelles, Paris Match, ce genre de choses comme ça. Et on lisait ça pendant un quart d'heure. Et on appelait ça le vide-crâne, vous savez. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est extraordinaire, parce que vous lisiez des contes de fées, vous lisiez des histoires du show business, des acteurs, des actrices. Ça va pas vraiment très très haut. Mais pendant ce temps-là, vous avez votre cerveau qui se met en mode pause. Et vous pensez pas à tous les soucis que vous venez de quitter, que vous allez reprendre obligatoirement. Parce que si vous ne faites rien, à ce moment-là, vous êtes quand même continué à être branché. Et là, si vous, euh, si vous vous rebranchez sur quelque chose qui vous vide le crâne, c'est-à-dire qui vous fait penser à rien, parce que c'est ça, hein, ça n'enclenche pas du tout la réflexion ni quoi que ce soit. C'est juste totalement émotionnel, totalement vide en fait. Et en même temps, ça a un effet positif. Eh bien, quand on ressortait de notre séance de vide-crâne, eh bien, tout le monde allait mieux. Parce qu'on avait réussi un petit peu à refroidir le cerveau pour qu'il soit plus en mode explosif. Donc, donc pensez, euh, quand vous vous accordez le droit de dire je m'arrête et je ne fais rien, c'est-à-dire je mets mon corps en mode pause, mettre aussi son esprit en mode pause et se débrancher. C'est ce qu'on appelle un peu la méditation, ce qu'on appellerait aussi les trafic contrôle. Ça permet à un moment donné de revenir à qui je suis, ça permet de revenir à soi intérieurement. Et c'est intéressant parce que quand vous avez des conversations avec des gens, puis que vous faites une petite pause ou que vous êtes interrompu, c'est très rare que vous repreniez la conversation là où vous l'avez laissée. C'est très rare. Pourquoi? Parce que le sujet qui était en cours était inutile, était polémique ou n'apportait rien. Donc si vous revenez à quelque chose de plus silencieux intérieurement pendant quelques secondes, vous vous déconnectez naturellement de ce qui est inutile. Et ça, vous pouvez l'expérimenter. Il y a des endroits dans la vie où vous pouvez mettre un petit peu votre esprit, on dit le cerveau, mais c'est aussi l'esprit, un petit peu au calme. Il y a plein de situations dans la vie où vous n'êtes pas nécessairement dans la relation, vous n'êtes pas nécessairement à vouloir prendre des décisions, à réfléchir, etc. Donc, trouvez ces espaces-là. Ça peut être traverser un couloir, ça peut être monter des escaliers, ça peut être laver la vaisselle, ça peut être même manger. Manger dans le silence et manger sans être automatiquement en train de parler des choses qui vous préoccupent avec les gens qui vous entourent. Ça peut faire du bien parce que la nourriture, elle capte tout et là, ça rentre dans l'estomac, mais ça rentre aussi dans votre vibration et puis ça affecte votre vie intérieure aussi, votre espace. Alors prenez soin de votre karma. Vous savez, le karma, c'est ce qu'on accomplit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense. Ben, prenez soin des conséquences des actions que vous accomplissez. C'est-à-dire avant d'agir, bien, il y a deux choses. Soit vous réfléchissez, soit vous écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit c'est bien ou c'est pas bien, ou il faut que je le fasse. Je sens qu'il faut que je le fasse. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Ou et là, vous allez souvent, c'est l'intuition, j'allais dire, elle est un peu détruite par la raison. Donc, une intuition n'est jamais très logique. Une intuition, c'est souvent une pensée, c'est une émotion, c'est un sentiment qui peut être totalement décalé de la situation que vous êtes en train de vivre.
Je dis, ben, pourquoi je pense à ça? Ou, ben non. C'est que si ça vient à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a une raison, qu'il y a une résonance avec l'extérieur. Mais cette résonance avec l'extérieur, vous ne pouvez pas la capter nécessairement, parce qu'on est tellement habitué à utiliser notre raison qu'on a tué notre intuition. Donc ça aussi, l'intuition, c'est la voix de notre vie intérieure. C'est la voix de ce qui est en nous et qui nous donne des indications, qui nous donne une marche à suivre. Écoutez-la, donnez-lui de la valeur et essayez de voir ce qu'elle vous dit dans le long terme. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez continuer à l'écouter et vous allez lui donner de la force. Vous savez, les mamans, elles sont souvent alertées bien avant que les situations arrivent. Enfin, vous devez le savoir si vous êtes maman. Donc, écoutez cette voix intérieure qui n'est pas de l'imagination, qui n'est pas de la fabulation, qui n'est pas quelque chose de tordu, c'est profond et ça ne vous lâche pas. Et quand ça ne vous lâche pas, et quand c'est pas basé sur un désir, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vrai et qu'il faut y aller. Il faut aller dans cette direction-là. Donc ça aussi, c'est bien. Ma vie intérieure, je la protège. Et je protège ma capacité à recevoir de l'intérieur des informations que le monde extérieur ne va pas me donner. Et ça, il faut le conserver. Il faut le conserver. Donc on va arriver peut-être à... Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Et on va peut-être parler de quelque chose que... Deux choses. Je vais finir sur deux choses. Puis une troisième, je vais vous donner une petite feuille à chacun. Peut-être certains la connaissent, mais c'est une façon d'explorer votre vie intérieure et grâce à ça, de reconstruire ce qu'on appelle le respect du soi. Donc ça, je vous le donnerai tout à l'heure, c'est un petit cadeau. Mais on va le lire pour qu'on puisse voir tous ensemble quel impact ça peut avoir sur vous. Alors, important dans nos sociétés modernes, on est dans la tyrannie, on va vraiment dire ça, et ça j'en ai déjà parlé, c'est un petit peu mon cheval de bataille en ce moment, dans la tyrannie du « il faut aller bien », il faut que tout aille bien. Et si tout ne va pas bien, bah ça veut dire qu'il faut que je fasse des efforts pour que ça aille bien. Parce que c'est pas bien de ne pas aller bien, et puis que si on va pas bien, c'est pas normal. Alors pas aller bien, ça veut dire même physiquement, la santé. On a toujours, je connais une personne qui me dit, oh ben j'ai toujours quelque chose qui va pas. Si c'est pas là, c'est là. Si c'est pas l'oreille, c'est le pied. Si c'est pas le pied, c'est le poignet. Si c'est pas le poignet, c'est l'estomac. Elle dit à chaque fois que j'ai quelque chose, je suis toujours malade. Non. La notion d'un corps parfait qui n'a jamais de maladie, faut oublier. Faut oublier le fait d'aller parfaitement bien. Parce que le monde tel qu'il est actuellement, la matière du monde est vieille. Parce que le monde, ça fait quand même longtemps qu'il tourne, toujours avec la même matière. Et nos corps sont faits avec la matière du monde qui est vieux. Elle ne vient pas de l'espace, la matière de nos corps, elle vient de cette terre qui est vieille. Donc nos corps sont vieux, notre matière qui compose notre corps est vieille aussi. Donc c'est normal qu'à un moment donné, elle ne soit pas neuve. Donc si elle n'est pas neuve, il y a des moments où ça dérape un peu, où ça coince un peu, où ça ne marche pas vraiment parfaitement bien. C'est comme une vieille voiture, quoi. Il y a toujours une pièce qui lâche ou une autre, mais on a la capacité de réparer. Mais on ne fera jamais de quelque chose qui est vieux, on n'en fera jamais quelque chose de neuf. Donc cette notion du tout doit aller bien, donc d'abord c'est vrai que derrière, intérieurement, extérieurement, derrière il y a un commerce, hein, il y a de l'argent. Les gens gagnent beaucoup d'argent à vous forcer à être bien alors que c'est pas une réalité. Mais par contre, vous pouvez développer se prendre soin de soi extérieurement, physiquement et moralement et spirituellement, en acceptant et en tolérant que tout ne fonctionne pas parfaitement, qu'il y a des trucs qui
Il y a des moments où ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie que il y ait des hauts et des bas, qu'il y ait des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas bien. Et ça fait partie, c'est normal. Donc, ne vous déprimez pas si tout ne va pas très bien, si vous n'êtes pas parfaite comme vous l'auriez souhaité ou comme on essaye de vous le dire. Ah mais non, mais avec ça, vous allez voir, tout va aller bien. Vous allez avoir une peau parfaite, vous allez être heureux, tout va bien se passer. Non, 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 j'allais dire, c'est un mensonge. Et en même temps, ça donne un objectif de se dire, ben, j'ai une marge de progrès. Non, on peut plutôt avoir une marge de tolérance, une marge de résilience et une marge d'amour pour soi. Et un jour, les choses iront comme on veut que ça aille, et puis le lendemain, ça n'ira pas. Et ça fait partie de le mot vie, c'est-à-dire que c'est pas figé, ça bouge. Donc acceptez-vous avec vos défauts, acceptez-vous avec vos peines, acceptez-vous avec vos bonheurs, et sachez que ça va bouger, mais en même temps, l'équilibre, c'est justement d'accueillir tous ces aspects en vous, physiquement, spirituellement, psychologiquement. Et là, vous aurez un sentiment de bien-être, mais un bien-être qui est lié à cette acceptation, et n'est pas un bien-être qui est lié au fait que tout est figé et qu'il ne faut pas que ça bouge, et que je suis bien comme ça, il ne faut pas que ça bouge. Non, j'accueille, j'accompagne. Donc, sentez-vous bien, même si vous avez l'impression que vous n'allez pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste cette notion, la tyrannie du bien-être forcé à marche forcée, c'est une forme de violence contre soi-même. Et si vous acceptez vos maux, si vous acceptez vos fluctuations, eh bien nécessairement c'est cette acceptation qui va être votre ligne de bonheur et non pas le fait que tout aille comme vous voulez que ça aille ou comme on vous a dit qu'il faudrait que ça aille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair? Et on va finir parce qu'il est quand même 6h20. Je crois qu'on va s'arrêter là. La notion de prendre soin de son karma, vous savez qu'on est le fruit de nos actions, de nos pensées et de nos paroles. Donc, il y a un mot très compliqué qu'on utilise ici, qui s'appelle le mot trikaldarshi. C'est un mot très très savant qui veut dire connaître les 3 aspects du temps. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'agis d'une façon telle que ça donne des conséquences négatives, eh bien je ne vais pas blâmer les situations que je vais vivre plus tard si je n'ai pas fait avant ce qui était nécessaire pour que le résultat soit positif ou soit vivable ou confortable. Par exemple, je me mets en colère après quelqu'un, eh bien je ne prends pas soin de mon karma à ce moment-là, parce que ça veut dire que je vais créer avec la personne une mémoire basée sur la colère. Donc la personne va prendre de la peine et moi je vais vivre les conséquences de ce que j'ai dit. Donc c'est sûr que si j'ai été agressive avec une personne, parce que ça arrive, on peut s'énerver, eh bien là j'ai pas contrôlé mon karma. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les conséquences de mon action vont m'échapper. Alors que si dans la même situation, j'ai une attitude qui protège mon karma, qui protège les retours que je pourrais avoir, eh bien à ce moment-là, je me garantis un futur qui sera moins chaotique que ce que mon autre action aurait engendré. Donc on est responsable de nos actions, mais on est responsable des conséquences aussi. Et des fois on oublie. On oublie que, bah oui, ce qui m'arrive, c'est que ça doit m'arriver, et puis c'est pas de ma faute, et puis c'est la faute des autres, et puis c'est un tel, et un tel, et un tel. C'est à cause des circonstances. Mais en même temps, j'oublie que les circonstances, je les provoque. Donc prendre soin de son karma, ça veut dire prendre soin des retours qui vont arriver suite aux actions que j'ai accomplies. Donc autant que ça se passe le mieux possible, pour que après je ne sois plus dans le remords, dans le regret, dans tout ce genre de choses. Donc prendre soin de son karma, ça veut dire prendre soin de sa vie intérieure, c'est-à-dire des conséquences
émotionnelles, des conséquences psychologiques de ce que j'aurais pu accomplir. Est-ce que ça vous paraît clair, ça ou pas? Oui. Alors, on va s'arrêter là parce que on pourrait encore parler très longtemps sur. C'est pas l'objectif, c'était pas de parler longtemps. L'objectif, c'était de voir des zones où j'ai des trous, dans ma vie, dans mes comportements, dans mes pensées, qui affectent en fait ce que je suis intérieurement, profondément. Mais là, ça demande un travail d'aller chercher en soi qui je suis. Ça, c'est la base. Alors, c'est pas nécessaire, ça aussi, j'avais envie de le dire. C'est pas nécessaire de s'engager dans une vie spirituelle extrêmement compliquée avec des exercices, avec des efforts très lourds. Notre vie, elle peut être saupoudrée de petites choses, de petites actions, de petites réflexions, de petits efforts, mais pas grand-chose, des petites attentions qui, euh, qui, qui vont améliorer ma vie sans pour autant m'obliger à m'engager dans quelque chose qui est lourd. Il ne faut pas être à 100% dans quelque chose pour avoir des résultats. Donc les résultats, ils viennent. Même une action sur une semaine, cette action-là, elle peut vous porter longtemps. Vous voyez? Si vous avez fait, je sais pas, un exemple très très basique, vous avez donné du bonheur à quelqu'un, sous une forme ou une autre, ça va vous porter longtemps. La personne, ça va la porter, mais vous allez avoir intérieurement cette sensation de j'ai été utile à quelqu'un, j'ai fait du bien. Alors on est encore dans la to-do list là, mais simplement le fait de donner de l'amour à quelqu'un, simplement comme ça, par la pensée, par la vibration, mais rien que ça, vous pouvez être content du résultat et ça nourrit votre vie intérieure et ça fait grandir cette capacité que vous avez de donner du bonheur aux autres. Donc si vous êtes envahi par le malheur des autres, c'est sûr que le bonheur, vous allez pouvoir le donner. Donc fermez la porte, ouvrez la porte, mais faites attention à ce que vous laissez passer. Alors aujourd'hui, je pense que vous l'avez déjà vu, mais je ne suis pas certaine. Hein. Alors c'est un petit questionnaire, je vais vous le lire, mais je vais vous donner les feuilles. Vous allez travailler chez vous sur ça. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors c'était en fait le bilan de l'année 2024 et qu'est-ce que vous voulez faire en 2025. C'était ça en fait. Mais ça peut être une phrase que vous allez prendre dans une semaine, la semaine d'après, vous allez prendre une autre phrase. C'est pas obligé que ça prenne le même cadre. Alors, je vais vous les lire. Ça va être un petit peu, un peu embêtant pour ceux qui sont sur Zoom parce que c'est un peu long et puis je vais pas vous le lire très longtemps puisque vous allez avoir les feuilles. Alors, réflexion sur mon année passée. Je n'ai pas dit 2024, hein, vous pouvez prendre, ça peut être ma semaine passée, ça peut être ma journée passée, ça peut être le mois passé, le mois écoulé. Et vous pouvez faire un petit bilan. C'est important de faire des bilans régulièrement, parce que si vous attendez trop longtemps, vous ne savez plus où vous avez mis les factures. C'est ça, quand on procrastine de trop ce qu'on doit faire, quand ça s'accumule, on est perdu. Alors, il y a 8 questions. Réflexion sur mon année passée. Premièrement, vous allez voir comme ça fait du bien à la vie intérieure. Premièrement, quelle a été la décision la plus sage que j'ai prise? Deuxièmement, quelle est la plus grande leçon que j'ai apprise? Troisièmement, le plus grand risque que j'ai pris. C'est un acte de courage. Quatrièmement, la chose la plus importante que j'ai faite pour les autres. Cinquièmement, ma plus grande victoire. C'est une belle introspection, c'est très positif. Et on le fait tout le temps, on est tout le temps là-dedans. Sixièmement, quels ont été mes 3 plus grands défis? Qu'est-ce qui m'a aidé à les dépasser? Qu'ai-je appris sur moi en les dépassant? Septièmement, me reste-t-il des événements ou des personnes à pardonner ou à me pardonner moi-même? Ça vous arrive aussi qu'il y a des choses qu'on ne se pardonne pas et on le porte comme un fardeau toute sa vie. C'est pas parce que les autres ne nous pardonnent pas, c'est parce que c'est nous qui ne nous pardonnons pas.
Donc, il faut être aussi miséricordieux avec soi. Et la 8e question, si je devais faire un livre ou un film sur mon année passée, quel en serait le titre? Le Titanic ou Superman ou Superwoman. Il y a tout ce qu'on veut. Bon, maintenant, on va se projeter dans le futur. La visualisation pour l'année en cours, donc c'est maintenant. Hein. Donc, vous pouvez faire un petit flashback sur janvier, si vous voulez prendre l'année, mais ça peut être aussi sur la journée de demain, sur la semaine qui va venir. Alors, les trios magiques. Les 3 choses que je vais aimer en moi. Ça peut être, c'est très difficile à répondre à ces questions. Quelles sont les 3 choses que je vais aimer en moi? Les 3 choses pour lesquelles je me sens prête à lâcher prise. Et les 3 choses que je vais réussir. Donc on se fixe des objectifs positifs. Mais ce n'est pas des actions non plus, hein. C'est aussi des états d'esprit, des pensées, des émotions, des sentiments. Et après, le dernier, c'est je choisis un mot qui va symboliser et définir l'année en cours. Donc, quelle est la couleur de votre année? Quel est le mot qui va vous aider à vous mettre on appelle ça un canopy, c'est-à-dire une protection. Vous savez, il y a dans certains, enfin, on va dire certains sièges, des trônes, etc., certaines représentations indiennes, il y a quelque chose au-dessus de la tête, vous savez? Ça s'appelle un canopy en indien, mais ça, d'autres noms. Un dais, voilà, c'est ça, je cherchais le terme, merci. Comme un dais de protection. Quel est le dais de protection que vous allez mettre sur votre tête pour toute l'année qui va donc symboliser cette année en cours? Donc, avec quoi je vais me protéger? Est-ce que ça va être l'année de la réussite? Est-ce que ça va être l'année de la résilience? Est-ce que ça va être l'année de la victoire? Est-ce que ça... Vous voyez, vous pouvez trouver le mot qui vous correspond et qui va vous porter toute l'année, ou toute la journée, ou toute la semaine, ou tout le mois. Et puis après, il y a le petit dernier, c'est un désir pur et secret pour 2025. Est-ce que vous avez un désir pur et secret pour 2025? Donc, quand vous voyez ces questions-là, si vous réfléchissez, si vous faites votre bilan régulier sur ces thèmes-là, vous allez être très heureux, mais vous allez surtout vous voir différemment. Et là, votre vie intérieure, ça va être vraiment quelque chose, quoi. Ça va être la fête foraine, ça va être magnifique, ça va être le paradis intérieur. Donc, ça, c'est votre feuille de route pour les temps qui viennent, quel que soit ce que vous traversez. Vous voyez ce que je veux dire? Quel que soit ce que vous traversez, aucune circonstance ne vous devrait vous donner l'excuse de ne pas vous regarder comme ça. Facile à dire, mais plus vous renforcez ça, plus l'extérieur va être coloré par ce que vous êtes, donc par votre vie intérieure, par votre atmosphère intérieure. Voilà, je vous remercie. On arrive à 6h30, c'est l'heure de la méditation internationale, donc j'ai beaucoup parlé, vous allez être dans le silence. Maintenant, essayez de réfléchir un petit peu à tout ça et puis et à vous projeter dans quelque chose de positif. Pas positif pour être positif, attention, mais je sors de mes sables mouvants personnels que je me crée moi-même. Quels sont les sables mouvants que je me crée, que je voudrais sortir de tout ça? Mais c'est une décision. Prenez une décision pour vous-même cette année. Je vous remercie de votre attention.